plaisir de vous retrouver pour parler des entreprises en difficulté et du rôle du CAC dans ce cadre justement un peu particulier parfois des entreprises qui ont des difficultés. On va vous animer ça avec Vincent. Bon, en guise d'introduction, que dire? Évidemment, on a tous des clients qui traversent des difficultés. C'est vrai qu'on peut être un jeune CAC ou un CAC plus expérimenté. Il y a à la fois, évidemment, des aspects réglementaires sur les procédures, que ce soit la procédure d'alerte ou les procédures amiables. Et puis, il y a aussi des aspects comportementaux et au regard de nos normes d'exercice professionnel. Et on va vous parler de ça au cours de notre formation du jour. Je ne sais pas, en guise d'introduction, Vincent, si tu veux dire un petit mot sur le contexte actuel. Le contexte actuel, oui, juste un petit mot. Il suffit de regarder les chiffres dans les défaillances d'entreprises qui sont sortis au cours du mois de juillet. Ils confirment malheureusement ce qu'on a constaté depuis le début de l'année, avec une croissance. Dans un premier temps, on avait, je dirais, rattrapé les chiffres de défaillance qui étaient celles d'avant Covid, parce qu'il est certain que dans les mesures qui avaient été prises euh, dans le cadre de la Covid et de la pandémie, il y a eu énormément d'aides qui avaient été débloquées par le gouvernement pour les entreprises, en particulier les PGE, mais il y avait aussi les moratoires URSSAF et différentes mesures. Toutes ces mesures arrivent à leur terme et maintenant il faut rembourser et bien évidemment retrouver progressivement euh, un niveau normal, je dirais, de défaillance, sachant que certaines entreprises avaient bénéficié de cet effet d'aubaine de ce qui avait été accordé lors de la pandémie. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, on se rend compte que certains secteurs sont énormément touchés et que les défaillances augmentent. J'ai eu récemment le président du tribunal de commerce en ligne un autre sujet et je lui ai dit on en est où? Et il reprend les termes de son prédécesseur. Il me dit la marée monte, ça veut dire ce que ça veut dire que les chambres sont très embouteillées, il y a eu des vacances judiciaires, ils ont fait des permanences au mois d'août, mais malheureusement, ça grimpe. Donc, on a un thème totalement d'actualité et je suis très heureux de le traiter avec toi. Parfait. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, vous parlez un peu de réglementaire. On a essayé de sélectionner les éléments. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même une loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice de 2023, mais avec des décrets d'application, un décret d'application qui est sorti au mois de juillet là, 2024 concernant les tribunaux d'activité économique. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ces tribunaux d'activité économique? En fait, c'est des tribunaux de commerce dont les compétences ont été élargies et donc qui vont être en capacité de gérer un certain nombre de procédures qu'ils ne géraient pas par le passé. Et un exemple concret, on va le voir, il s'agit notamment des procédures d'alerte qui étaient parfois du ressort du tribunal judiciaire et notamment les procédures d'alerte concernant les associations ou certaines entités ayant des formes particulières. Donc, vous voyez donc la compétence de ces tribunaux, et on va voir que c'est régional, hein, c'est une expérimentation régionale qui concerne un certain nombre de tribunaux de commerce. Donc on voit que les procédures d'alerte, mandat ad hoc, règlement amiable des agriculteurs, conciliation de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaire, quel que soit le statut et l'activité du débiteur en difficulté, et pas uniquement, comme c'était le cas, ceux ayant un caractère commercial ou artisanal, vont être du ressort du tribunal de commerce. Donc on retrouve toujours des exceptions qui sont des activités d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Donc c'est une expérimentation qui est prévue sur 4 ans avec une entrée en vigueur à la suite de la publication des décrets. Voilà, et donc en fait, ce sera d'application pour la procédure d'alerte notamment au 1er janvier 2025. Donc si vous avez des procédures d'alerte qui s'ouvrent, pour reprendre l'exemple dans une association, ou vous avez en tout cas à déclencher dans une association à partir du 1er janvier 2025, ce sera du ressort du tribunal concerné si vous êtes évidemment dans la région qui est concernée. Alors, le décret a précisé les règles justement d'information des usagers et des justiciables, donc les entités concernées, les justiciables concernés, la composition et le fonctionnement du comité de pilotage hein, qui va pouvoir piloter le fonctionnement
le fonctionnement sur ces procédures, sur cet élargissement en fait du champ. Également la composition du comité d'évaluation, parce qu'évidemment, il faudra qu'il y ait un retour hein, sur cette période d'expérimentation, et puis les modalités de désignation des assesseurs, des personnes qui vont pardon, qui vont assister les juges, vous le savez, au commerce, qui peuvent être des professionnels et notamment pour les exploitations, ce qui concerne les exploitations agricoles. Alors, enfin, les tribunaux de commerce qui sont retenus, donc vous allez tout de suite voir en fonction des clients que vous avez, hein, si vous pouvez être concerné, c'est Marseille, Le Mans, Limoges, Lyon, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles. Donc, on voit que ça couvre quand même pas mal de dossiers si on regarde un petit peu la répartition des mandats en tout cas en matière de procédure d'alerte, et plus généralement, évidemment, parce qu'on va les voir, les procédures amiables ou collectives dont on a parlé. Donc vous pouvez retrouver dans l'article 26 justement les procédures qui sont concernées, si vous avez des doutes. Et puis évidemment, pendant cette même période, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond au ressort des tribunaux des activités économiques ne sont pas compétents, évidemment. Il ne s'agit pas de faire doublon, donc c'est plus le tribunal judiciaire qui sera concerné. Alors, bon, je pense que Vincent, tu l'as dit en introduction, hein, si on refait un peu l'histoire, depuis 4 ans, on a eu évidemment la crise sanitaire, où on verra, il y a eu un nouveau cadre pour l'alerte avec une possibilité d'aller plus vite vers le tribunal de commerce. Il y a eu des difficultés qui ont parfois été amplifiées, et même souvent, hein, par les sujets d'inflation, les sujets de hausse des taux. Évidemment, dans un cadre de remboursement des aides qui avaient été mises à disposition des entreprises. Donc à cette époque-là, on va revenir dessus, l'ensemble des intervenants nous avait demandé d'être vigilants, même si c'est déjà le cas, évidemment, dans le cadre de notre mission, mais encore plus. Donc on reste dans un contexte voilà, où il faut être vigilant. Et en fait, ici, on utilise pas uniquement, enfin, c'est pas innocent si on parle d'accompagnement. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la gestion, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le message qu'on veut faire passer, et puis c'est bon pour notre valeur ajoutée, c'est bon pour notre image, et en plus, ça permet d'éviter d'être pris en défaut, parce qu'on est au contact du client. Voilà, c'est d'accompagner le dirigeant. Alors, il ne s'agit pas forcément d'attendre, on va le voir, une situation de cessation des paiements ou d'être proche de la cessation des paiements. Finalement, enfin, moi, c'est ce que je répète très souvent, c'est dès qu'on a un nouveau dossier, alors que tout va bien et que même si on a levé des fonds ou on a une mise de départ, il faut aussi tout de suite parler justement de ces situations, parce que quand je parle de levée de fonds sur les structures, enfin, les startups ou autres structures, bah, parfois on est sur un modèle économique complexe qui nécessite beaucoup de trésorerie, et puis on la consomme plus vite que prévu, et puis on commence un dossier, 6 mois plus tard, on est déjà dans des situations compliquées. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler au début et d'instaurer en fait une discussion autour de ça, pour pas que ce soit un sujet tabou et qu'on débarque juste un peu avant la cessation des paiements, au moment des intérims, alors que voilà, il y avait déjà des sujets. Donc la vigilance est vraiment, vraiment importante. Donc voilà, on le précise ici, là c'est du réglementaire, hein. Donc on a une mission permanente. Alors évidemment, selon les dossiers, on est plus ou moins présent aux côtés du client et de son dirigeant, et puis même parfois que auprès des équipes du dirigeant, ça dépend de la taille des dossiers. Mais il faut quand même, à minima, étant donné le contexte, et puis évidemment en faisant une analyse de ces dossiers, voilà, être au minimum au contact de l'entreprise, échanger sur ces sujets-là, évidemment échanger sur les sujets de trésorerie. Même si c'est pas toujours le réflexe, et notamment dans les équipes, pour les plus juniors, de demander justement une prévision de trésorerie. Le contexte fait que voilà, c'est un élément évidemment nécessaire dans le cadre de nos normes d'exercice professionnel, et notamment la norme sur la continuité d'exploitation, la 570. On va le voir, en effet, lorsqu'il y a un événement qui menace la continuité d'exploitation, voilà, il faut engager une procédure d'alerte. Alors, on verra, il peut y avoir une phase zéro, et donc il y a cette NEP 570 à appliquer. Mais voilà, quand on a une menace qui est claire, et qu'on n'a plus de doute dessus, il faut lancer cette procédure. On va y revenir de toutes les façons. Donc, après ces rappels, cette introduction et le rappel réglementaire sur un tribunal des activités économiques, on va vous présenter quelques slides sur comment on fait un diagnostic finalement de la situation de l'entreprise. Vincent se chargera de ça.
quelques outils aussi qu'on a développés à la Compagnie régionale de Paris au cours de ce mandat de 4 ans qu'on a eu, et notamment avec la commission juridique, des partenaires pour essayer de faire des outils synthétiques pour les confrères qui sont pas forcément tout le temps dans le droit des entreprises en difficulté. Et puis bon, on n'a pas tous déjà déclenché une procédure d'alerte, ça dépend évidemment de la taille du cabinet, de son expérience. Ensuite, on fera un point sur les procédures amiables, parce qu'on est aussi là pour, en fait, quand on parle d'accompagnement, il faut aussi initier un peu le client, lui donner toujours sans s'immiscer dans la gestion, mais lui donner quelques informations pour démystifier un petit peu ces procédures amiables que sont notamment le mandat ad hoc, la conciliation ou la sauvegarde. Et c'est important de le faire pour qu'il puisse savoir à quoi s'attendre. Et puis il peut se renseigner, soit en expert, on lui explique comment ça va se passer en pratique. On fera un point donc sur l'alerte. Et puis on vous parlera des différentes missions autres que la mission d'audit des comptes que l'on peut faire dans le cadre d'entreprises qui sont voilà, en difficulté, alors soit très en difficulté, soit qui vont rentrer dans une de turbulence, mais je pense que c'est des services qu'on peut proposer. Tout de suite, on pense aux honoraires, évidemment, dans ces situations-là, mais si c'est proposé à bon escient au bon moment, il y a toujours du cash, et ça peut être très, très j'ai envie de dire, à très forte valeur ajoutée, parce que ça permet justement d'avoir des éléments qui pourront servir dans le cadre d'une procédure amiable, et ça permet en fait aux chefs d'entreprise parfois d'avoir des informations qui viennent d'un tiers et pas forcément de ces services financiers qui ont du mal à dire des choses, etc. Et puis on finira par vous dire qui à la compagnie régionale, voilà, de Paris, est en charge justement de ces sujets, et qui vous pouvez appeler pour discuter de ces sujets-là. Vincent, je te laisse la main sur le diagnostic. Eh bien, on va parler du diagnostic. Alors, juste en complément de ce que tu disais, hein, je dirais que la prévention des difficultés des entreprises, c'est véritablement le moment où le commissaire aux comptes peut être le plus détesté, quasiment. Enfin, je parle pas de la révélation des délictueux, mais c'est aussi le moment où il peut être le plus apprécié. Et souvent, c'est des questions de psychologie. Donc, dans ce chapitre-là, sur le diagnostic, la situation actuelle de l'entreprise, j'aurais peut-être l'impression de temps en temps que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est des choses qui sont quand même relativement bonnes à rappeler. Il va falloir faire preuve de beaucoup de psychologie. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ce que l'on doit faire en début de mandat. En fait, un diagnostic, tel qu'il est, c'est systématiquement un triptyque que l'on doit avoir, faire un état des lieux, c'est le point important, il va falloir qu'on essaye de comprendre des choses, comprendre les pertes d'exploitation lorsqu'elles sont liées, d'où viennent-elles, et puis essayer de bâtir des prévisions d'exploitation. Parce qu'avant de porter un jugement sur la défaillance, avant de voir de quelle manière on va pouvoir accompagner le chef d'entreprise, avant de voir éventuellement vers quelle procédure on va s'éloigner, on en parle, on va se diriger, on en parlera après, il faut savoir exactement de quoi on parle. Alors, l'état des lieux, premier point, situation actif-passif. On en reparlera tout à l'heure, on a mis des outils en place pour la compagnie de Paris. Il n'y a pas qu'Ensemble pour agir qui peut les utiliser. Sur le site de la compagnie, tout le monde peut y aller. On va directement et on a des fiches qui sont très bien faites et qui rappellent un peu avec une checklist tous les points qu'on va devoir regarder. Alors, c'est des choses que vous connaissez. Actifs disponibles, créances à recouvrer. Faut-il encore savoir qu'est-ce qu'on met dedans? On en reparlera. Le passif échu ou le passif à échoir, liste d'inscription des privilèges, inventaire des procédures contentieuses. Et les contentieux, c'est quelque chose de très, très important. Bien évidemment, on va observer aussi les différents procès qu'on peut avoir. On va regarder tout ce qui peut toucher les loyers, les baux, les crédits baux. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est avoir une véritable vision de la situation bancaire, c'est savoir quels sont les engagements, les autorisations qu'on avait et où on en est avec les banques, sachant, je le rappelle, que lorsqu'on a des concours qui ont été établis avec les banques, il y a quand même un délai minimum pour qu'elles puissent, quand elles renoncent à accorder ces concours, elles doivent prévenir et il y a un délai de prévenance. Et quand on commence à prendre la lettre recommandée de la banque, à partir de là, les choses commencent à émerger. Comprendre les pertes d'exploitation, elles peuvent être très liées. Hein. On parle souvent de l'exemple Kodak quand on était sur les pellicules argentiques et qu'on est passé au numérique. C'est sûr que quand on n'a pas évolué, c'est compliqué. Donc ça commence à dater un peu comme exemple. Il y a les belles activités qui sont liées à un secteur comme l'automobile en ce moment. Regardez tout ce qui a été publié sur les équipementiers, en particulier sur Valeo, pendant les vacances. Et après, il y a ce qui touche aussi
la structure de l'entreprise, elle peut être non adaptée et elle peut aussi avoir des effectifs, bien évidemment, qui ne sont plus en adéquation avec son activité. Et puis derrière, on va partir sur des prévisions d'exploitation. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est le budget. Il va falloir le définir, faire un budget raisonnable. Et puis, bien évidemment, qui dit budget, dit trésorerie. Parce que je rappelle qu'en matière de prévention des difficultés, ce qui est important, le résultat, c'est une chose, tout se rejoint à la fin, mais ce qui est important, avant tout, c'est le cash. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie. Donc après, ce que je disais, la trésorerie, c'est l'indicateur qui est net. Et après, on va essayer de voir qu'est-ce qui va nous amener à ce qu'on appelle ce mot qui est affreux, mais l'état de cessation des paiements. Et vous verrez tout à l'heure, dans un schéma qu'on va vous présenter, la date d'état de cessation des paiements, elle est très importante par rapport à la procédure que l'on doit choisir. Je rappelle on en reparlera sur la continuité d'exploitation, et on s'est très bien expliqué dans certains documents qu'on vous présentera, mais normalement, des prévisions d'exploitation et la continuité d'exploitation, elles se jugent sur une période de 12 mois à compter de la clôture des derniers exercices. C'est pas quand même que de la prévision à très court terme. Et de toute façon, si vous faites des prévisions à très court terme, souvent, il est trop tard. Donc, il faut essayer de prévoir à long terme, ne pas avoir peur de la vérité et essayer de commencer à projeter et, si possible, d'atteindre ce que, normalement, ce qui est requis par la doctrine et par la loi, c'est-à-dire les 12 mois. Alors, on a des prévisions de trésorerie qui peuvent monter, bien évidemment, à très courte échéance, on va avoir un mur, qui va se dresser devant nous. Il y a les litiges, des assignations qu'on peut recevoir. Le mur de la dette, les échéances d'emprunt, c'est pas au dernier moment qu'on commence à renégocier avec son banquier. Souvent, là, il est trop tard. Hein, et là, ça va faire dénoncer les concours et tout, ça va faire écouler. Mais on peut avoir aussi des reports d'échéance, etc. Il y a des outils. Mais ça, faut le savoir. À partir d'un moment, on peut plus passer les échéances d'emprunt. On est en état de cessation de paiement. Et puis, bien évidemment, les contrats majeurs que l'on peut avoir. Et j'ai envie de juste, je te coupe 2 petites secondes, hein, mais nous, on a quand même l'expérience de par nos dossiers, on sait la relation qu'on peut avoir des banquiers, avec des banquiers. Enfin, on l'a déjà vu, hein, donc ils sont frileux les banquiers. Quand il n'y a pas trop d'échanges, quand ils voient que ça tourne mal, et ben, ils ont vite fait d'envoyer la fameuse lettre recommandée pardon, sur les concours bancaires. On en reparlera. Et après, on parlera aussi des sujets de rupture abusive de crédit. Mais c'est vrai que la communication avec les banquiers, et c'est un bon conseil à donner aux clients, elle est essentielle, et notamment sur les covenants, sur les petites structures. C'est vrai que bon, bah, souvent, on fait une acquisition, c'est peut-être la première acquisition du dirigeant. On lui dit qu'il y a des covenants, mais il prend ça par-dessus la jambe. Nous, on regarde en tant que commissaire aux comptes, donc on lui demande, on fait préciser des choses en annexe. Mais c'est vrai que je pense un bon conseil à donner aux clients, c'est aussi de lui dire il faut entretenir de bonnes relations courantes enfin, comment dire, fluides et relativement fréquentes avec ses banquiers, en respectant évidemment les sujets contractuels, les communications bah, demandées par le contrat de prêt. Et ça joue aussi beaucoup. Surtout quand on commence à être dans des centres d'affaires ou quand on a des conseillers vraiment attitrés dans la relation de confiance et la façon dont on peut justement ensuite faire la liaison avec les services spéciaux si ça commence à devenir plus compliqué. Donc ça, je pense que c'est un très bon conseil à donner dans le sens où bah voilà, s'il n'y a pas de communication, bah ça peut, voilà, ils prennent vite la fuite et ils ont souvent assez peur. Donc voilà, un bon conseil. Je crois qu'on a du mal à t'entendre, Vincent, donc il faudra que tu te rapproches un peu de ton micro, enfin si tu peux essayer. Bon, alors je vais parler plus fort, on m'entend mal. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, on va parler un peu des divergences d'analyse que l'on va avoir. Ces slides suivants qu'on va avoir avec le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, normalement, s'il s'est lancé, c'est souvent un éternel optimiste. C'est normal. Lui, tous les matins, il se bat pour son entreprise, il se bat pour ses salariés, il se bat pour ses marchés, et il croit toujours, systématiquement, qu'il va s'en sortir. C'est pas obligatoirement la politique de l'autruche, c'est pas obligatoirement le fait de nier une vérité, c'est simplement parce qu'il a un prisme différent. Il doit être tous les matins, je dirais, prêt, à l'œuvre, et il est toujours persuadé que les choses vont s'améliorer. Donc là, c'est la partie la plus psychologique, c'est quand on a des choses qui vont être différentes, ou des visions qui vont être différentes, il va falloir, avec le chef d'entreprise, arriver à créer une situation de confiance malgré les divergences.
C'est très violent lorsqu'on n'a pas l'habitude de se parler avec un client. Alors que si on se parle régulièrement, si on fait un point régulier, on se connaît déjà psychologiquement. Vous connaissez la psychologie de votre client et vice versa. Le client, il sait aussi comment lui parle son commissaire au compte. Donc, il y a déjà toute la première partie de fait de ne pas se connaître qui fait que souvent c'est difficile. Lorsque le premier entretien réel que l'on a avec un client, à part les formalités d'usage qu'on a eues en début de mandat ou aux assemblées générales, c'est de lui dire on va déclencher une procédure d'alerte, c'est pas obligatoirement bien vécu. Le type, il a pris à recommander, soit de sa banque, ça c'est grave, soit il a perdu un gros marché, soit il a un litige qui est en cours, soit il est tracassé pour ses échéances d'emprunt. Et là, le commissaire en compte arrive comme une couche complémentaire d'emmerdement qu'on va faire, et là, il le prend pas bien. À partir du moment où on a un échange régulier, ça permet en effet d'aplanir énormément les choses. Alors après, on parle toujours, et on avait sur ce support-là le contexte post-crise sanitaire. Je dirais c'est en fait la fin du quoi qu'il en coûte. Hein. C'était ce que j'ai dit tout à l'heure. On a eu des aides, on a eu des PGE. Dieu sait, heureusement pour beaucoup d'entreprises, on les a eues. Des aides dans certains secteurs, je pense à la restauration, et voilà, tous ceux qui avaient des je dirais qu'ils appellent au public et qui ont été fermés, qui n'ont pas pu travailler pendant certaines périodes, il y a eu beaucoup d'aides. Mais c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure aussi, qu'il y a un effet d'aubaine par rapport à ces aides qui ont été. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. Et donc, on a un effet ciseau. On a un effet ciseau avec la remontée des taux, même si elle semble, pour l'instant, dans un premier temps, un peu endiguée, à défaut de l'être totalement. Et les dernières annonces qui ont été faites montrent que là, grosso modo, on arrive à des taux qui sont un peu plus stabilisés. Et puis qu'on a eu tout ce qui était post-crise sanitaire, mais toutes les crises d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, etc., qui a fait le prix des matières premières, vous le connaissez, ont pu grimper énormément. Et puis après, c'est l'autre point que j'avais abordé tout à l'heure, mais je ne vais pas me répéter, c'était les 12 mois pour calculer en fait une continuité d'exploitation. Et ça, bien évidemment, c'est totalement décrit dans la NEP 570 sur la continuité d'exploitation. Est-ce qu'on reparlera, Fred, après de la NI, la note d'information? Je crois Oui, qu'on on parlera de la NI, on ouais, en on reparle parlera de la après, NI. parce qu'il y a une note d'information de la compagnie nationale qui est très très bien faite sur aussi donc toute cette partie de procédure d'alerte et de continuité Je, d'exploitation. je me permets toujours un peu, moi j'aime bien le côté expérience, hein, parce que bon, pas que je sois en fin de carrière, mais disons plutôt au milieu, je me rappelle des premiers courriers de déclenchement de procédure d'alerte ou même des mails de phase zéro que j'envoyais assez froidement à des dirigeants qui étaient dans des TPE, hein, on peut le dire, même si il y avait des commissaires aux comptes. Et je me rendais pas compte, parce que j'étais peut-être pas chef d'entreprise à l'époque, de l'état dans lequel ils pouvaient se trouver en fait dans ces périodes-là, à savoir ne pas dormir la nuit, dépression ou autre, hein, parce que c'est quand même souvent le cas quand on a des dirigeants, surtout de petites entreprises dont c'est vraiment les sous qui sont aussi actionnaires ou associés. Et donc souvent je prends un peu enfin pas le contre-pied, mais on va dire que plutôt que évidemment d'envoyer tout de suite un courrier comme ça, même si je l'ai souvent au téléphone, souvent mon premier réflexe c'est de demander comment va le dirigeant, voilà, est-ce qu'il arrive à dormir la nuit, et du coup, bon, il voit commissaire au compte sur son téléphone, il se dit, oh là là, quelle galère. Mais voilà, je lui parle d'abord de lui parce que je suis conscient et on parle un peu de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Alors je pense qu'en plus dans la population que vous êtes aujourd'hui à nous regarder sur Paris et on vous connaît, hein, je pense que vous vous y retrouvez. Vous êtes tous des chefs d'entreprise, de cabinets de plutôt petite taille ou taille moyenne. Et donc je pense que c'est un bon réflexe de commencer par ça. Et puis ça permet tout de suite de détendre un petit peu l'atmosphère et puis après de rentrer sur les sujets auxquels vous êtes contraints évidemment par les textes. Mais je fais en tout cas souvent ça, donc voilà, je voulais le dire. Tu as raison de parler de nos amis parisiens, mais n'oublie pas aussi que on en a ne fait pas de parisianisme trop fort, Ah, parce que je sais qu'on excuse-moi, a excuse-moi. aussi, j'avais regardé dans la liste, pas mal de nos concerts, de nos confrères et de nos amis de province. On a même des gens de Marseille que je salue, Eh ben, que j'ai moi eu au aussi, téléphone ce matin. Donc, mais c'est valable pour on tout le en a monde. partout qui nous suivent. C'est valable pour tous les Voilà. chefs d'entreprise, même s'ils sont à Marseille, peut-être un peu plus Mais détendus avec le ceux-là, soleil. on les suit de près aussi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Donc, divergence d'analyse, comme j'ai dit tout à l'heure. Évidemment, on n'a pas obligatoirement les mêmes lunettes avec le chef d'entreprise et il va falloir lui expliquer notre rôle parce que il faut aussi qu'il comprenne
qu'on a un rôle particulier et que ce rôle n'est pas que de le brimer ou de le contraindre, c'est aussi de l'aider et de lui ouvrir certaines portes. On parlera tout à l'heure des procédures amiables qui vont lui permettre de sortir d'une situation qui est relativement compliquée. Toute cette phase-là, et alors en effet, même si elle n'est pas vraiment mise dans les textes, elle n'est pas gravée dans le code de commerce, c'est ce qu'on appelle la fameuse phase zéro de la procédure d'alerte. On n'a pas enclenché encore les choses officielles, mais c'est ce qui va nous permettre de mettre en place tout un dialogue avec le chef d'entreprise et puis, bien évidemment, lui expliquer comment les choses vont se passer après et quelle va être la relation qu'il va avoir avec son commissaire au compte. Donc, pédagogie, c'est le slide suivant, c'est le maître mot pour expliquer une situation réelle et arriver à des situations de blocage. Parce que si le client ne veut plus discuter avec son commissaire au compte, le commissaire au compte, lui, va avoir que le recommander comme arme et souvent, ça va être ressenti aussi comme une autoprotection vis-à-vis du client. Donc, il va dire, en fait, somme toute, mon commissaire au compte, il se couvre lui-même et à partir de là, on ne fera pas avancer le schmilblick. C'est pas comme ça qu'on va aider l'entreprise. Donc, confronté à une situation compliquée, la direction peut refuser d'apporter des solutions et remédier à cette situation, comme par exemple le licenciement des salariés, parce que ça, évidemment, quand c'est des salariés et surtout quand on est dans un environnement familial, affectif, eh bien là encore, on n'a pas obligatoirement les bons réflexes. Et souvent, on sait que aussi le fait d'alléger, de licencier, va être aussi quelque chose qui va permettre d'être bien ressenti aussi après dans le cadre d'un tribunal ou d'une procédure qui risque d'exister. Et on sait très bien aussi, et il faut y aller doucement, que dans les emplois entre guillemets familiaux, bien des fois, on a des emplois qui sont, ou du moins des rémunérations qui sont pour le moins larges, même quand ce ne sont pas des assistants parlementaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être, voilà, donc des rémunérations qui ne sont pas obligatoirement en adéquation, ni d'ailleurs avec la capacité de l'entreprise, mais ni même avec le travail qui va être fourni. Je te coupe 2 secondes, Voilà. Vincent, parce on a une petite question, et vu que tu en as parlé, on a une question qui était, doit-on, dans ce cas, alors je pense que c'était peut-être un cas de, voilà, de difficulté, même peut-être très très légère, demander systématiquement le prévisionnel de trésorerie à 12 mois au client, dès qu'on a en effet même des difficultés aussi petites soient-elles, dans le cadre de la NEP 570 et de la continuité d'exploitation, on peut pas se passer d'une prévision de trésorerie. Alors autant quand vous avez des comptes qui sont pleins et qu'il n'y a pas de litige et pas de risque de perte de clients et que l'activité se porte bien, bon, bah, la prévision de trésorerie, elle est pas forcément nécessaire. Mais dès qu'on on commence à sentir que voilà, il y a une inflexion peut-être de la trésorerie, plus évidemment qu'il y a de la dette dans la structure, qu'on est sur un lancement, il faut la demander. Il faut la demander, et puis c'est assez simple parce que finalement, sans s'immiscer dans la gestion, on a des remarques sur cette prévision de trésorerie et tout ce qui est avis technique, parce que bon, les prévisions de trésorerie, j'en ai rarement vu dans les petites structures, des très très bonnes, même en termes de structure hein, de la prévision de trésorerie. Souvent, les sujets de TVA, de décalage sont pas forcément bien gérés. Parfois, c'est beaucoup trop chargé. Donc, je pense que c'est intéressant de la demander de manière générale, même quand ça va bien finalement. Et puis, comme ça, on est sûr de pouvoir satisfaire à cette norme d'exercice professionnel. C'est intéressant de la demander. Faut-il encore l'expliquer un peu avant? Qu'est-ce qu'on attend exactement? Hein, parce que simplement demander un tableau à 12 mois quand le client n'est pas obligatoirement totalement équipé, ça va peut-être falloir un peu lui montrer le modèle, lui expliquer les choses. Et puis après, bien évidemment, ce qu'il va y avoir aussi à faire, c'est valider hein, ces prévisions de trésorerie. Parce que le travail de l'auditeur, ça va essayer de voir la véracité. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des prévisions de trésorerie elles sont assises sur des éléments budgétaires. C'est comme quand on fait une évaluation, on a des budgets. Faut-il encore voir que ces budgets sont cohérents? Et après, il y a des règles quand même évidentes qui vont faire que la trésorerie va découler de ce budget. C'est là qu'on attend le commissaire aux comptes aussi et qui va avoir un travail. C'est là qu'il peut avoir bien évidemment tout à fait une mission d'accompagnement par rapport au client. Il ne s'agit pas de faire des prévisions, c'est le client qui en est maître. Mais par contre, la validation, ça fait partie vraiment de notre job. Et c'est ça des choses qui vont pouvoir on va pouvoir faire
pour aider le client. Oui, plus vous connaissez le client et plus vous connaissez ses procédures aussi, la qualité de ses intervenants et du coup la qualité des prévisions de trésorerie, si de toutes les façons il en fait de manière récurrente, parce qu'on a quand même certains clients structurés avec les seuils qu'on a maintenant où les prévisions de trésorerie sont un reporting qui sort de toutes les façons de manière fréquente. Bon, alors après, sur la slide suivante, on vous dit, bah, évidemment, ce qui peut arriver, c'est qu'on a aussi un client qui est totalement obtus, même si on a fait preuve de la plus grande pédagogie. S'il veut pas répondre, s'il veut pas voir les choses et qu'il veut pas bouger, là, à partir de là, bah, de manière très claire, il faut prendre aussi nos responsabilités. Il s'agit pas de se mettre en danger. L'empathie, elle a des limites à partir du moment où on ne sait pas, et à partir de là, il y a urgence. Quand on sait qu'on va être en état de cessation de paiement, quand on sait que la rupture de continuité d'exploitation est quasiment avérée ou va se réaliser, eh ben, le travail, c'est d'informer le tribunal, le client, bien sûr, mais bien évidemment, d'informer le président du tribunal de commerce dès la première information faite aux dirigeants de l'entité. C'est ce que dit l'article L611.2 du Code de commerce. Voilà. Donc ça, faut pas non plus hésiter. Hein. Tout ce que j'ai dit, la partie empathie, la partie dialogue, c'est bien. À partir du moment où on sait que les carottes sont cuites et que, en plus de ça, on a un dirigeant qui est autiste, il ne s'agit pas d'aller couler avec lui, il s'agit de prendre aussi nos responsabilités. Et puis je dirais aussi que c'est notre rôle vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des parties prenantes, et aussi de la respectabilité de ce que nous faisons, et aussi, je dirais, de l'image que l'on peut donner à des banquiers, à des tiers et à des juges. Hein, aller faire une procédure d'alerte pour prévenir le tribunal de commerce, comme ça arrive parfois, et je le vois malheureusement, avec certains confrères, certaines consoeurs et certains confrères, aller prévenir un tribunal de commerce alors que la société a déjà fait les attestations des paiements et a déjà déposé le bilan, au tribunal, ça fait très très mauvaise impression. C'est pas des procédures qui sont obligatoirement bien ressenties. Donc, faut savoir les faire à temps. C'est comme le canon, ni trop tôt, ni trop tard. Voilà. Et puis, en cas J'interviens. d'incertitude, Juste oui, Vincent, juste pour la nuance, parce que tu l'as dit, hein, en cas d'urgence et dès la première information au dirigeant, on peut aller directement en court-circuitant un petit peu les différentes phases qu'on va voir de la procédure d'alerte vers le c'est une président du tribunal innovation. de commerce. C'est une innovation qui a été codifiée. Alors, c'était une innovation de 2020 au moment du Covid. Ça a finalement été codifié, donc vous pouvez aller très très vite vers le TC en n'attendant pas les délais de la procédure d'alerte, justement pour aller vite et pour pouvoir, parce que parfois c'est quelques semaines, hein, pour pouvoir sauver une entreprise de la cessation des paiements ou d'une situation compliquée. Et il y avait une question, du coup, je la pose, mais tu finiras, où on nous demandait quelle coopération avec l'expert comptable à ce stade. Je te laisse la, répondre. la plus grande possible. Il faut essayer de travailler avec l'expert comptable. On travaille avec une équipe, il y a une team autour du chef d'entreprise et il faut que l'expert comptable soit très, très réactif. Alors, bien évidemment, on le sait, se pose souvent le problème des honoraires parce que quand ça commence à aller mal, souvent l'expert comptable dit oui, mais moi je veux plus rien faire parce que le client ne m'a pas payé. Là aussi, c'est un dialogue qu'il faut avoir avec le client parce que tout travail mérite salaire et on ne peut pas non plus demander et mettre à contribution un expert comptable lorsque lui-même il a une ardoise qui n'a pas été payée. Mais souvent, c'est parce que l'accompagnement n'a pas obligatoirement été parfait. Donc il faut aussi faire la part des choses et essayer de absolument remettre en place ce dialogue. Par Alors, contre, secret professionnel, on reviendra dessus, évidemment, secret professionnel, nous, par rapport à expert comptable, nous, on n'ouvre pas nos dossiers, hein. Lui nous communique des éléments, etc. Mais si c'était là aussi peut-être une orientation de la question, voilà, on coopère évidemment dans la limite des sujets concernant le secret professionnel. Et on reverra un tableau synthétique à la fin de la l'ANI sur ce sujet-là quand on est dans des situations, et notamment de procédures amiables, au regard de qui on est délié du secret pro. ouais. Ah ben là, bien évidemment, le secret professionnel, il joue. Si par contre il y a un bon dialogue et si on fait une vraie team autour du client, il se pose plus le secret Bien professionnel. sûr, bien Parce que sûr. les choses sont abordées les uns avec les autres. Alors, moi, j'avance un peu parce qu'on a quand même un support qui est lourd. En cas d'incertitude sur la continuité d'exploitation, quand on parle des certitudes, vous savez aujourd'hui qu'on ne fait plus de réserve pour incertitude. C'est un renvoi à l'annexe. Quand on n'est pas là, je vais très vite, mais soit c'est un renvoi à l'annexe avec une observation. Et donc, bien évidemment, c'est toute la documentation de l'annexe de la situation qui va être
importante et qu'il va falloir que l'on regarde. Si vraiment on sait que la continuité d'exploitation n'est plus assurée, à partir de là, si les principes comptables de continuité qui ont été retenus pour l'arrêté des comptes ne sont plus d'actualité, ben là c'est un refus de certifier, mais là c'est autre chose. Non pas pour désaccord, mais parce que on n'est plus du tout en situation de pouvoir continuer l'exploitation. Voilà, donc c'est la cohérence entre l'opinion, le déclenchement de la procédure d'alerte et le reste. Voilà, donc face à ces engagements donc de la direction pour améliorer la situation de l'entité, le commissaire aux comptes devra bien évidemment valider les hypothèses. Hein, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Vous connaissez ce vieil adage, ben, bien évidemment, il va falloir aller valider. Si on vous dit je vais avoir une commande qui est énorme, qui va tomber là, je vais avoir un gros apport de trésorerie, le client qui m'a pas payé depuis 2 ans va me payer 50% de ce qu'il me doit d'un seul coup, c'est très bien, c'est d'excellentes nouvelles, mais il va falloir aller le vérifier. La mise en œuvre du plan d'action peut engendrer des coûts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les coûts, il y a certes les honoraires, mais ce n'est pas quand même les seuls coûts qu'il va y avoir. Il peut y avoir des besoins de restructuration qui nécessiteront des besoins complémentaires de trésorerie. De même, l'accompagnement que l'on peut avoir en amont, et on en reparlera tout à l'heure, avec un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, c'est quelque chose que l'on peut faire, parce que ça prépare énormément, énormément de travail en amont que l'on va faire lorsqu'on va aller au tribunal de commerce, et c'est aussi un travail qui est rémunéré, parce que personne ne travaille totalement gratuitement. Là, le commissaire aux comptes s'engage, il va avoir une procédure, il va souvent avoir des missions particulières, mais évidemment, lui, de son côté, il faut qu'il suive les résultats, il faut qu'il ne prenne pas pour argent comptant ce qu'on lui raconte, il faut qu'il puisse vérifier la réalité de ce qu'on lui avait promis. Alors, si la situation se dégrade, le commissaire aux comptes essaiera de comprendre pourquoi, et puis il va commencer à parler des mesures de prévention avec le tribunal de commerce, parce que si la situation se dégrade, obligatoirement, il va falloir, s'il est encore temps, se diriger vers une procédure amiable, on en reparlera tout à l'heure, ou s'il est trop tard, se diriger vers une procédure collective. Voilà. Et on déclenchera la procédure d'alerte selon les différents cas en fonction de tout cela. Je crois que tu reprends la main sur C'est cette ça. partie et tu vas Donc, parler du super document qu'on a fait oui, à la Compagnie de Paris, dont on, on est très fiers. en fait, on va parler de trois outils dont qu'on a évoqué juste avant. Donc, il y a une fiche technique en fait qu'on a réalisée à la commission prévention des difficultés concernant la cessation des paiements. Donc, je vais essayer de vous la présenter à l'écran sans que ce soit lisible et sans faire de bêtises. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est on s'est dit, voilà, on n'est pas tous des spécialistes du droit des entreprises en difficulté. Quand on a ce cas-là, plutôt que de rentrer dans l'ensemble de notre documentation professionnelle, d'avoir des éléments qui sont pas forcément à jour, autant faire une fiche synthétique qui évoque les principaux sujets et qui ensuite va sur des sujets notamment concernant les groupes et rappelle les définitions de manière simple, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, en fait, on peut parcourir la définition justement de la cessation des paiements, ce qu'est le passif exigible et ce qu'est par exemple pardon, l'actif disponible. Et on verra qu'on a accompagné ça d'un tableau que vous avez vu avant. Voilà, donc la définition qui est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, là, bah, elle est relativement finalement simple, hein. Et ensuite, on va rentrer dans le détail de ce que c'est que le passif exigible et l'actif disponible. Mais ici, voilà, on en a une synthèse. Et donc, le passif exigible, on précise que c'est le passif qui doit donner lieu à un paiement immédiat ou le passif échu, même s'il n'est pas exigé. D'où l'importance, on le verra justement, de tout ce qui est moratoire et moratoire écrit ou accord avec des fournisseurs, ne serait-ce que des choses qui sont formalisées par un email, qui ont leur importance pour déterminer le passif exigible. Et puis l'actif disponible avec les sommes dont le débiteur dispose immédiatement ou à bref délai. Et puis tout ce qui est réserve de crédit et moratoire. Donc là, vous avez une définition simple. Vous avez ensuite
voilà, un détail plus important, donc je passe rapidement dessus parce on a assez peu de temps ce soir sur le passif exigible, l'actif disponible, la réserve de crédit, les moratoires et accords. Des précisions sur la date de cessation des paiements. On vous rappelle, mais ça sera rappelé dans un slide un petit peu après, quelle procédure amiable on peut lancer si on est avant la cessation des paiements, 45 jours après la date de cessation des paiements. Donc voilà. Et puis, quelques sujets intéressants concernant les groupes de sociétés, et notamment le début en fait d'explications sur les incidents justement d'un soutien qui pourrait être considéré parfois et dans certains cas comme artificiel par une mère. Donc tout ce qui avance en compte courant, la confusion des patrimoines aussi, et on parle d'un exemple assez classique entre une SCI patrimoniale et la société d'exploitation. Et enfin, la rupture abusive de crédit, qui est aussi un sujet qui revient souvent, notamment quand il y avait des découverts pour parler simple hein, sur la partie crédit, mais des découverts qui étaient accordés des lignes de crédit et que on a ou pas reçu justement le recommandé de la banque, hein, qui doit se faire 60 jours avant la suppression des lignes. Donc ça permet voilà, d'avoir un certain nombre d'éléments très, très pratiques si on se retrouve dans cette situation-là. Je vais revenir sur le document. Alors, deuxième élément qu'on voulait vous présenter, Vincent en a parlé tout à l'heure, c'est la note d'information. Alors, il y en avait une première version en 2020, il y en a une deuxième version en Là, 2022, en avril. je vous montre l'épaisseur de la note d'information. Ouais, je sais que toi tu la connais par cœur. Moi je la connais pas par cœur, mais bon, voilà, Que j'ai ressorti, qui fait 270 pages, mais ouais, je vous rassure, on se perd pas dedans parce qu'elle est très bien faite. Et comme, voilà, comme on peut le voir à l'écran et comme le déroule Fred, on a à peu près tous les thèmes. Et lorsque l'on l'a directement, je dirais, sur le site de la CNCC, il suffit d'aller cliquer sur, il y a la recherche thématique, il suffit d'aller chercher sur les thèmes et directement, on tombe sur le bon paragraphe. Et honnêtement, c'est une Bible qu'il faut avoir avec soi pour pas se perdre dans les méandres. Elle est très, ouais. très, très bien faite. Ça sert à rien d'aller voir dans la doc en fait cette note d'information. Alors évidemment, il y a eu quelques modifications d'articles, mais là elle est à jour en avril 2022 sur les grosses thématiques. Alors évidemment, les tribunaux qui ont changé, ça c'est pas dedans, mais il va y avoir de la doctrine sur le sujet si c'est le cas, hein. Mais moi, ce que j'aime, c'est évidemment les définitions qui sont faites, qui sont très très bonnes. Ensuite, alors je le connaissais pas par cœur, mais je regarde en page 180, vous avez dans les points de 25.2 et de 25.3, vous avez en fait en résumé les différentes phases d'une procédure d'alerte, qu'on soit dans une société anonyme ou dans une société par action simplifiée avec un organe d'administration. Donc à chaque fois, c'est décrit sous forme de schéma que vous avez ici. Donc vous avez la phase 1 avec le président, voilà, la phase 2 avec le conseil d'administration. Et donc ça vous rappelle un peu les choses, sachant que la procédure d'alerte, elle est crescendo. D'abord, en fait, on va demander des infos et on voit si elles nous satisfont aux dirigeants. Ensuite, on va aller vers l'organe d'administration, qui est le conseil d'administration dans la SA. Et puis ensuite, on va vers l'Assemblée générale. Et si ça ne nous satisfait pas en matière de décision prise, voilà, on fait un compte rendu au président du tribunal de commerce. Donc voilà, donc vous avez ça pour évidemment la société anonyme, les phases 3 et 4, hein, en quatre phases. Et puis vous avez la même chose dans les autres sociétés, et notamment bon, ce qu'on a assez souvent, hein, les sociétés par action simplifiée qui ne sont pas dotées d'un organe collégial qui est chargé de l'administration. Et là, de la même façon, vous avez un récapitulatif en quelques pages. Donc ça, c'est très intéressant dans cet ENI. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, et moi je m'en sers assez souvent, on parlait de secret professionnel et aussi euh, de savoir un petit peu ce que peut faire le commissaire aux comptes quand on est dans le cadre d'une procédure. Alors que je retrouve. Alors vous avez justement un tableau synthétique à la fin qui est là, qui s'appelle tableau synoptique des principales caractéristiques des procédures amiables et collectives. On va vous les présenter après, mais vous retrouvez ici la partie amiable avec le mandat ad hoc, la conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, avec l'ensemble des références, les objectifs, les champs d'application.
Et vous avez une partie qui est relative aux impacts pour le commissaire aux comptes. Alors, je lis des 100 par exemple, parce que c'est des questions qu'on a. Alors, qui dirige, c'est marqué aussi les impacts sur les... Voilà, commissaire aux comptes. Et là, en fait, vous avez, voilà, vous avez sur l'aspect de communication au commissaire aux comptes, de l'incidence sur la démarche d'audit, et très souvent, incidence sur la procédure d'alerte et également levée du secret professionnel. On en parlait. On en parlait tout à l'heure. Et souvent, quand on reçoit justement un jugement d'ouverture ou qu'on est au courant de certains éléments ou qu'un expert comptable, on parlait de la coopération avec l'expert comptable, nous demande des informations parce qu'il les avait peut-être pas, qu'il a été nommé récemment, on sait exactement en matière de secret professionnel grâce à ce tableau-là auprès de qui on est délié du secret professionnel. Donc on voit dans le cadre du mandat ad hoc dont on va parler, le CAC est délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal. Et là, pour le coup, c'est vraiment juridique comme note. Donc, si c'est noté président du tribunal, c'est le président du tribunal et pas une autre personne. Voilà, donc notamment là, en tout cas, pour le mandataire ad hoc, ce n'est pas le cas, il n'est pas délié. Donc voilà. Donc là, vous avez Sauf quand même dans les grands tribunaux à préciser, lorsqu'il y a une délégation du président, hein. Parce que oui, alors évidemment, quand on va évidemment, à Paris, évidemment. Patrick Feyer, il ne peut pas recevoir tout le monde, hein. Tu as Donc, raison t'as raison de le préciser. Évidemment, une délégation, ça s'impose, on le comprend bien. Mais oui, si une délégation est faite et formalisée juridiquement, etc., il y a pas de problème. Bon, après, généralement, quand c'est un juge qui est délégué à ces sujets-là, on peut supposer dans son titre déjà qu'il a le droit d'avoir les informations. Voilà, donc voilà pour cette ENI, donc très intéressant. N'hésitez pas à la feuilleter avant que même des clients aient des sujets. Euh, Très important. Dernier outil. Alors, on va parler quand même rapidement de ce tableau qui est le pendant de la note Word qu'on vous avait présenté, sachant que tous ces éléments, enfin, en tout cas, pour la note Word et sur la cessation des paiements et ce tableau-là, ainsi qu'un questionnaire qui vient après, seront disponibles sur le site de la CRCC. Le lien est indiqué sur le support. Donc là, c'est un... et documents, je leur précise, Frédéric, dans ta commission, c'est toi qui l'as présidé, mais j'en faisais partie aussi, de ta commission, euh, on avait aussi pas que des professionnels, bien évidemment pas que des élus, mais on avait aussi un mandataire judiciaire, on avait un procureur de la République, celui du tribunal rattaché au tribunal de commerce. On avait des juges consulaires, notre regretté Christian Tessiot, pour tous ceux qui le connaissaient, des gens qui ont travaillé et qui connaissaient très très bien les procédures, et qui ont travaillé avec nous au moment de la Covid, c'était la sortie de crise en 2020, et on a travaillé avec eux pour bâtir ces documents. Donc c'est des choses qu'on a fait en commun aussi avec des praticiens. Alors oui, on pose une question. Pouvez-vous me confirmer que la fiche technique sera fournie avec le support? En fait, vous voyez peut-être pas très très bien. Là, il y a carrément l'adresse sur le support. En fait, alors moi j'ai un lien qui est actif, mais oui, il vous suffit de recopier ça ou d'aller sur le site de la CRCC, d'aller dans la partie Mes ressources, CRCC de Paris, et c'est sur la partie ouverte du site, hein, si je dis pas de bêtises même. Donc vous aurez accès à ces éléments-là. Et je le Euh, rappelle, hein, on n'a pas de compte à agréé ni d'accès limité à la CRCC de Paris. C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez vous en compte, c'est en open. Vous pouvez aller directement consulter les documents. Donc nos amis de province qui sont avec nous ce soir, ils sont bienvenus sur le site de la Compagnie de Paris. De toute façon, on compte les clics et on est très content quand ils viennent. c'est ça. Donc, on reprend donc ce tableau de simulation de cessation des paiements et j'ai envie de dire, il faut pas attendre le dernier moment pour s'en servir, hein. On peut évidemment s'en servir avant. Après, bon, c'est pas en off, mais bon, faire évidemment très attention à la façon dont on l'utilise et on laisse des traces dans nos dossiers de ce genre de tableau-là, hein. Si on veut voir un peu où on en est une fois qu'on a eu la prévision de trésorerie, ça peut être communiqué évidemment au client parce que le fait de ne pas déclarer la cessation des paiements, ça donne lieu souvent à une interdiction de gérer, hein. Donc voilà, c'est évidemment des sujets problématiques, donc à la fois pour le dirigeant et pour nous. Donc on retrouve l'actif disponible avec les crédits de TVA, crédit d'impôt éligible à remboursement, la trésorerie, des dividendes à recevoir échus et des créances sur cession d'immobilisation ou stock immédiatement recouvrables. Évidemment, ça c'est très important. Cette notion d'immédiateté, on parle de crédit de TVA, mais un crédit de TVA sur lequel on est en discussion depuis un an, évidemment que on va pas le prendre parce qu'il y a sûrement des sujets autour de l'immédiateté du recouvrement. Ensuite, vous retrouvez les réserves de crédit, donc les découverts
autorisés non utilisés, les lignes de DAI et d'escompte utilisables, les autorisations de billets financiers non utilisés. Vous reprenez tout ce qui compose le passif exigible, donc voilà, les emprunts, les découverts, les fournisseurs échus, les fournisseurs impayés, les dettes fiscales et sociales échues, les redressements fiscaux et sociaux, donc tout ce qui est assignation, mise en recouvrement, les créditeurs divers pour tout ce qui est échu. Et puis, vous retranchez de ça tous les moratoires, donc les accords, les moratoires, très important, je le disais, de faire formaliser les choses, parce que dans les petites structures, parfois, on parle de 1 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, sur lesquels on a eu un accord par mail d'un fournisseur. Ça, c'est des éléments qui sont recevables, justement, et qui permettent de ne pas mettre ces dettes dans un passif exigible. Voilà, donc le tableau, ben, ensuite avec des colonnes, donc on peut faire l'exercice et voir un petit peu voilà, à quelle distance on est d'une éventuelle cessation des paiements. Dernier outil, c'est un questionnaire. Alors là, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est un questionnaire en fait de prise de connaissance des incidences suite à la crise sanitaire qui est aussi sur le site au même endroit. Donc vous avez le lien ici. Je ne vais pas rentrer dedans, mais il est assez bien fait. Alors il est très orienté par rapport aux aides qui avaient été attribuées pendant le Covid hein, en matière de charges sociales, de PGE, etc. Mais il y a d'autres questions. Et puis finalement, étant donné qu'on est toujours en train de rembourser les PGE et peut-être parfois les échéanciers aussi concernant les charges sociales et autres. C'est intéressant de tout passer en revue et de faire un point, surtout quand on arrive sur un nouveau dossier. Donc, je vous encourage à aller sur le site et à télécharger ce petit questionnaire. Euh, Très bien. Il y a une question sur les questionnaires de validation des séminaires, mais on y répondra à la fin. On va avancer parce qu'il nous reste un peu plus de 30 minutes. Les procédures amiables et collectives. Vincent, c'est toi qui nous fais le Bon, panorama, surtout sur l'amiable. rapidement, le tableau, un peu un espace-temps avec deux dates qui sont clés. La date de cessation des paiements, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on va essayer d'évaluer. Et puis, après, on a une fenêtre de tir qui nous permet en effet d'aller sur certaines procédures, qui est 45 jours après sa date de cessation des paiements. D'où l'importance, et c'est souvent d'ailleurs lorsqu'il y a des expertises judiciaires qui va être demandé à l'expert de justice, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas obligatoirement amiables, qui dit judiciaire, dit expertise, dit que ça commence à mal se passer, c'est de fixer avec précision la date de cessation des paiements. Donc, rapidement, le rappel de procédure que vous connaissez tous, on est tout d'abord dans le cadre de procédures amiables, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Après, il y a une procédure spécifique qui est la sauvegarde, où tout ça, ça se passe aussi avant la date de cessation des paiements. La sauvegarde accélérée, qui, comme la conciliation, peut se décaler jusqu'à 45 jours. Puis après, on est vraiment basculé de toute façon dans les procédures collectives, parce que, donc, alors, il y a la fameuse procédure de sortie de crise qui a été prolongée donc, jusqu'au 21/11/2025. À l'origine, c'était 2023. Maintenant, elle est passée jusqu'en 2025, puisqu'elle a été prolongée de 2 ans, relativement peu usitée, mais elle existe quand même. Et puis, celle que malheureusement, je dirais, on connaît tous, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Je rappelle que la procédure de sortie de crise, qui était peu usitée, elle est valable que dans les sociétés qui ont moins de, pas les sociétés, les entités qui ont moins de 20 salariés, mais il faut être aussi à jour de sa compta, ce qui souvent n'est pas le cas des petites entités. Et puis, bien évidemment, il faut être en état de cessation de paiement, en état de cessation de paiement, mais être en état de pouvoir payer ses salariés. Donc tout ça, c'est des conditions qui sont pas obligatoirement très simples à réunir. On passe à la slide suivante. Alors, sur Là, le on mandat a ad la hoc, description du mandat ad hoc, et c'est pour toi, Fred. et puis après, toi, t'as qu'à regarder la question qui vient de tomber là. Ouais. Pendant ce temps-là, quand je parle du mandat ad hoc. Alors, le mandat ad hoc, bon, en fait, pour faire très pratique, hein, parce que vous reviendrez à ces slides si besoin en est, ce mandat ad hoc, en fait, il permet souvent de trouver un accord, alors, ou avec des créanciers, c'est souvent le cas. euh, un accord amiable hein, avec les créanciers, ou alors de trouver un accord amiable aussi parfois entre associés. Ça peut arriver qu'on ait des litiges entre associés et que finalement il faille un tiers pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, négocier, échanger, etc. Donc
C'est ça. Je l'ai vu de manière spontanée chez certains dirigeants qui se sont fait conseiller ça, mais qui étaient assez ouverts. Évidemment, dans les sociétés familiales où on a toujours résolu ça en famille, etc. Bon, bah, c'est plus compliqué évidemment de faire nommer un mandataire ad hoc, mais c'est une solution dans les procédures amiables qui permettent de trouver un accord avec les créanciers, parce que bah, déjà c'est un tiers. Donc évidemment, bah, un tiers, il y a un gage de confiance, hein, c'est certain surtout un mandataire ad hoc, voilà, au regard de tout ce qui est la compétence, la formation, etc., l'indépendance, ça peut plus parler à des créanciers. Donc on fait une requête la société fait une requête auprès du président du tribunal. Elle est reçue donc enfin le dirigeant est reçu par le président. Et puis il y a désignation du mandataire ad hoc par ordonnance et sa mission est encadrée. C'est une procédure qui est confidentielle, hein, donc elle a cet avantage. Et puis au niveau de la direction, ça change rien. Le dirigeant demeure en fonction. Il peut déclarer, évidemment, si ça devait se passer la cessation des paiements, et évidemment il peut être sanctionné, comme je l'ai dit, s'il ne l'a pas fait, et notamment une interdiction de gérance. Le tribunal qui est en charge, alors vous l'avez vu, avec cette nouvelle réglementation, il faut quand même un petit peu regarder, voir de quel ressort c'est, parce que là on voit que pour les activités commerciales et artisanales, c'était le commerce, mais que pour ce qui était judiciaire, c'était les autres. Donc regardez bien le fameux article 26 de la loi pour voir, et si vous devez surtout parler à un client et lui dire le tribunal compétent, regardez bien la nouvelle loi si les clients sont du ressort des tribunaux qu'on a évoqués en début de formation. Alors, Euh, rapidement, dans la question qui était posée, alors, oui, Khalid, je vais me permettre de faire une vas-y. parenthèse. Pourquoi vous pourriez-nous nous préciser quel rôle joue Bercy et notamment le CIRI, Comité de restructuration, dans les gros dossiers en difficulté, et pourquoi ça se passe pas dans les tribunaux, mais à Bercy? Parce que c'est le comité, comme on l'a dit, de restructuration, mais interministériel. Donc, quand c'est interministériel et que le ministère de tutelle et le ministère de tête, celui qui avait mis ça en place, surtout, c'était Ramon Montebourg, qu'il l'avait fait la mandature de Hollande dans les années 2010, 2012, 2012, 2017, eh bien évidemment, c'est là que ça se passe. Mais là, je me dis aussi pourquoi ça se passe pas comme ça. Les tribunaux de commerce sont bien évidemment aussi intéressés à la procédure. De toute façon, euh, c'est une obligation de passer dans les tribunaux de commerce. Mais là, ça veut dire qu'on est vraiment sur des cas systémiques, des sociétés qui sont d'une ampleur nationale, voire des fleurons internationaux avec des plans d'industrie qui engagent l'État. Et bien évidemment, quand on touche à des dossiers systémiques, c'est normal que les ministères s'y intéressent directement. On est sur des cas très très spécifiques et je dirais que bien évidemment, le CIRI n'est pas ouvert à tout le monde et c'est souvent votre mandataire, donc vous avez un bon mandataire sur ces dossiers-là, qui va vous emmener vers ce type de, je dirais, d'organisme. Voilà. Alors pour terminer sur le mandat ad hoc, donc bah, soit c'est donc comme je le disais un succès, hein, et on a un accord amiable et puis c'est la fin du mandat ad hoc. Et soit ça peut déboucher, comme c'est indiqué dans le bas du schéma, sur une conciliation, sur une autre procédure. Ça dépend un petit peu évidemment du contexte, hein. Ou alors bah, on n'a pas d'alternative possible. Et en cas de conciliation, mais on va y revenir. Est-ce que on a un accord constaté ou un accord homologué? Donc voilà pour le mandat ad hoc, c'est souvent le premier réflexe quand on a besoin notamment de discuter avec des créanciers. Et c'est important, enfin, c'est important de démystifier ça auprès du client dès le début et de lui faire même passer des slides comme ça. Voilà, il sait quels outils il a, parce que souvent, finalement, on se rend compte que bah, quand on est au courant avant de recevoir une ouverture de jugement ou autre, bah, c'est pas passé par un conseil, un avis technique de notre part. En fait, souvent, c'est un autre conseil ou un ami qui lui a dit, bah, moi, j'avais fait ci, j'avais fait ça, puis sont directement finalement mis en relation avec d'autres personnes. Et puis nous, on arrive comme ça, on apprend ça au dernier moment, parce on en avait jamais parlé. Il ne s'agit pas évidemment de décider pour le dirigeant, mais de lui dire, voilà, ça se passe comme ça.
Eh ben, on va parler de la conciliation. On est toujours dans le cadre des procédures amiables. Donc, je dirais que c'est pas quand la conciliation, c'est quand le problème est un petit peu plus étendu, je dirais, de ce que l'on doit traiter avec le mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, comme on dit, hein, c'est véritablement spécifique sur des points particuliers. Là, les choses sont un peu différentes. On est toujours dans le cadre, bien évidemment, d'une continuité d'exploitation compromise. On n'est pas, je le rappelle, en état de cessation de paiement. On peut avoir dépassé légèrement de 45 jours, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on considère qu'il est encore temps d'essayer de trouver des accords avec grâce et par l'intermédiaire du tribunal. Donc la procédure, elle vous est décrite, c'est un peu le même schéma que ce qui a été présenté par Fred tout à l'heure, requête du débiteur auprès du président du tribunal de commerce. Il ne va pas s'autosaisir lui-même, hein, le président. Il faut déjà faire une requête. Après, bien évidemment, la convocation va venir très vite. Les tribunaux sont très réceptifs en matière de prévention des difficultés. Ils savent que le temps compte. Et puis, on va fixer un conciliateur par ordonnance, fixation de la mission de 4 à 7 mois maximum. Dans les faits, moi, j'ai travaillé déjà aussi sur la conciliation. Ça a donné aussi des exemples pratiques. La bonne solution, quand même, pour pouvoir bien faire une conciliation, c'est d'aller tout de suite chercher le conciliateur, c'est-à-dire le mandataire judiciaire qui va être attaché au tribunal, où on sait qu'il ne va pas y avoir de difficultés. Alors, c'est pas du tout du copinage. Ce sont des gens compétents et les juges ne refuseront votre mandataire judiciaire que si le mandataire judiciaire a eu soit des problèmes avec le tribunal, soit qu'il y aurait un problème éventuel, je dirais, spécifique par rapport à l'entreprise ou une incompatibilité. Mais autrement, les mandataires judiciaires, ils peuvent travailler dans tous les tribunaux de commerce. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler en amont avec lui et de préparer les documents. Parce que l'idée, c'est quand même d'être convoqué par le juge. On dit déjà, j'ai un conciliateur, donc on va déjà gagner un petit peu de temps. Et puis, bien évidemment, hop, on va partir tout de suite dans la procédure et dans les solutions qui vont pouvoir être apportées. Point très, très important, la procédure, elle est confidentielle. La conciliation, ça reste quelque chose de confidentiel et souvent, c'est un élément clé par rapport à la réussite de l'opération. Donc, si les choses sont publiées ou deviennent publiques, à partir de là, ça devient relativement beaucoup plus compliqué avec certains des débiteurs. On rappelle que le dirigeant n'est pas démis de ses fonctions et qui peut se déclarer en cessation de paiement, c'est-à-dire que c'est comme le jeu, c'est stop ou encore, on peut continuer à tout moment, mais on peut stopper à partir du moment où les choses venaient à se dégrader, bien évidemment, on part on part tout de suite en état de cessation de paiement. Et là, on n'est plus tout à fait dans la même situation, même si encore on peut le faire, mais on va passer souvent en procédure collective. Rapidement, alors après, il y avait les tribunaux qui étaient compétents et tout, mais peu importe, c'est pas la peine, non, mais revient pas, tout est expliqué sur le slide pour dire les domaines tels qu'ils sont compétents. Important, qui dit conciliation, puisqu'on essaye d'arriver à un accord, il faut qu'on ait un accord des parties. Cet accord des parties il va être constaté au tribunal, il va être déposé au greffe, mais comme on est toujours dans un côté, je dirais, confidentiel, on ne va pas avoir de publication. Dépôt au greffe, ça officialise l'accord, mais pas de publication. Si le débiteur n'est pas en état de cessation de paiement, on peut aussi le faire, bien évidemment, homologué par le tribunal, mais ça c'est une demande spécifique. Et là, on a un dépôt au greffe et on a publication, jugement d'homologation, mais on n'aura jamais le détail de l'accord. Donc vous pouvez voir qu'on va avoir l'homologation par le tribunal, vous savez qu'il y a eu un jugement, mais impossible de l'avoir, et c'est pas la peine de demander à un juge qui était le juge commissaire à l'époque si on peut avoir accès à l'accord. Il vous dira malheureusement je ne suis pas en mesure de vous le donner. La confidentialité, elle est toujours respectée par le tribunal, ou du moins elle doit être toujours respectée. Si elle ne l'est pas, c'est une faute grave. Voilà, interruption ou interdiction des actions en justice et des poursuites individuelles. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Interruption des délais impartis aux créanciers. Et puis les co-obligés bénéficient de délais. C'est souvent ce qui était l'objet de l'accord. Et puis, dernièrement, pour ceux qui ramènent des capitaux et de l'argent frais, vous avez le privilège de New Money. Je rappelle que
En cas après des difficultés, ça veut dire que ce seront les premiers qui seront payés en cas d'état de cessation de paiement et de règlement judiciaire. C'est quand même une protection pour ceux qui, à un moment, ramènent de fonds dans une entreprise. Et c'est vrai que bon, on a eu beaucoup de conciliations sur les PGE, hein, de manière générale sur la dette bancaire, mais beaucoup sur les PGE en 2020, 2022, 2023, quand ça a commencé à se mettre en marche après le délai dont certains avaient pu bénéficier. Et c'est vrai que bon, selon les services spéciaux des banques, il y en a qui sont plus ou moins frileux. C'est toujours des services évidemment où il y a des gens qui rigolent plus, hein, ça rigole pas, mais encore une fois, le fait d'avoir des relations avec les banquiers qui sont de bonne qualité et aussi, Vincent l'a dit, hein, au niveau du mandataire, c'est important d'avoir évidemment quelqu'un qui connaît le sujet et voilà, qui est habitué et qui sait justement échanger avec ce genre de services spéciaux dans les banques. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte qui seront sûrement rappelés par évidemment les spécialistes dans ce genre de cas-là, mais faut les avoir en tête. Voilà, alors la conciliation, c'est vrai, c'est l'avenir. On a enfin, je dirais, une véritable croissance des procédures de conciliation. Elles étaient très très peu usitées par le passé, très peu usitées, moi je trouvais en 2020, lorsque on a, on a pris en fonction, on a eu ce début de mandature à cause du Covid. On a énormément développé et il faut reconnaître qu'à Paris, elles se sont énormément développées, mais je sais que c'est aussi le cas en province. Donc il y a une prise de conscience de l'utilité de ces procédures amiables. Alors, donc on dit que l'homologation entraîne des conséquences favorables identiques, opposer les délais et remises. Le constat de l'accord par le président permet le maintien de la confidentialité, on en a parlé, et l'homologation, j'en ai parlé aussi, on l'avait dans le schéma, avec les trois conditions qui sont requises, on n'est plus en état de cessation de paiement, on a quand même de la pérennité de l'entreprise, mais souvent ça va de pair. Et puis les intérêts des créanciers non signataires sont préservés quand même. On a une question, Vincent. Selon vous, dans quelle situation préconiser l'ouverture d'un mandat ad hoc versus une conciliation? Je dirais que souvent, le mandat ad hoc, c'est un problème spécifique. Par contre, on va peut-être avoir avec son bailleur, ou qu'on va avoir avec un client spécifique, ou qu'on va avoir avec un banquier, parce que le client, c'est aussi un fournisseur, c'est-à-dire celui qui va nous fournir du cash, qui va être le banquier, on a quelque chose. La conciliation, elle touche plusieurs choses. On a une dégradation réelle de la trésorerie, et il va falloir traiter avec plusieurs. Je dirais que c'est souvent comme ça que moi je fais la différenciation. Le mandat ad hoc, il ne peut pas traiter un ensemble de problèmes, on est plus dans la conciliation. Par contre, une seule difficulté, une seule, peut nous amener, bien évidemment, à être en rupture de cash et en état de cessation virtuelle, d'état de cessation de paiement. Et là, le mandat ad hoc est très utile, on va négocier qu'avec une seule ou deux parties ou une catégorie. On parlera des classes affectées après, mais je veux dire que ça veut dire que c'est pas l'ensemble de l'entreprise avec qui, l'ensemble des partenaires avec qui on doit négocier. Je reviens volontairement sur le tableau. À noter évidemment que le mandat ad hoc, c'est avant la cessation des paiements. Donc la Oui, conciliation, on de peut pas toutes être les à façons, cheval. si vous approchez évidemment d'une situation de cessation des paiements, voilà, de toute façon, généralement, dans le cadre d'une conciliation, et puis ça laisse surtout 45 jours de battement, et ce qui est loin d'être négligeable dans ce genre de situation où parfois, en une nuit et une journée, il se passe énormément de choses, évidemment, sous l'effet du stress, etc. Donc voilà, pour répondre à la question. Alors après, on va vous en parler alors peut-être, oui, bon alors la possibilité de sauvegarde accélérée. Est-ce que tu veux en dire un mot? Peut-être pas nécessaire parce que Rapidement, je vais devoir passer. je regarde, je Désolé, regarde le timing. On rappelait je vais être ici. juste en fait. Oui, oui, on va être un petit peu juste. Le fait qu'on a voilà, un certain nombre de documents comptables clés qui sont nécessaires, qu'on rappelle ici, donc souvent produits par l'expert comptable ou les services financiers, et évidemment sur lesquels on peut travailler en tant que commissaire aux comptes dans le cadre de missions spécifiques, mais on va y revenir. Alors, on parle en quelques slides de la procédure de sauvegarde qui permet de réorganiser l'entreprise pour lui permettre de maintenir son activité, les emplois et assurer l'apurement des dettes. Donc, bon, on a les entités qui sont visées ici, je passe rapidement.
avec une demande qui émane du débiteur qui rencontre des difficultés et qu'il ne peut surmonter seul, une ouverture par un jugement qui nomme les organes de la procédure, une période d'observation, donc là on est sur 6 mois au maximum de 12 mois. Mais c'est surtout que là on a quand même enfin, on va dire une procédure qui a des incidences qui sont assez protectrices, évidemment, avec la suspension de toute créance antérieure et postérieure au jugement, sauf exception, l'interruption des intérêts légaux et conventionnels, l'interruption des intérêts de retard et des majorations, la suspension des actions en justice des créanciers à l'encontre de l'entreprise, et puis la suspension éventuelle de l'interdiction d'émettre des chèques. Donc on peut même revenir sur ça, donc c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Et on arrive sur le devoir d'alerte. Donc, on vous a parlé pas mal de la procédure d'alerte. Donc, on va essayer de ne pas être trop redondant. On a une, Euh, on a je- une question, j'en profite Oui, pour répondre, où on me dit l'expert comptable peut être nommé conciliateur. Oui, dans les faits, c'est quand même très très rare. On n'est pas vu. Je pense, en effet, je connaissais ce texte-là, où un expert comptable pouvait être nommé conciliateur. Je conseille quand même pour l'efficacité auprès d'un tribunal et par rapport à un président de tribunal de commerce, d'avoir quand même un mandataire de justice. C'est très rare qu'on puisse accepter un expert comptable, sauf dans certains tribunaux ou alors si l'expert comptable a une telle notoriété que on sait qu'il va pouvoir devenir le conciliateur parce qu'il en a une spécialité. Mais c'est quand même pas l'usage tel qu'il est fait. Puis j'avais une autre question. Comment facturer les honoraires d'une procédure collective? J'ai entendu parler d'une usage de 25% du montant annuel des honoraires. Là, j'ai absolument aucune réponse à donner. C'est au cas le cas en fonction des travaux qui vont être négociés avec le client, qui vont être réalisés et ce qui va être négocié avec le client. Mais j'ai jamais vu un usage de 25% du dossier. alors sur la procédure d'alerte, ce que vous avez à l'écran, on en a déjà parlé. Donc, il y a des textes spécifiques. Vous avez vu qu'il y a aussi des ressorts maintenant de tribunaux entre tribunal judiciaire, tribunal de commerce, donc il faut regarder. Et puis voilà, il y a différentes, il y a deux procédures, hein, comme on les a vues, en 3 phases et 4 phases. Donc je m'attarde pas sur ce slide-là. La mission, on a déjà dit qu'elle était permanente. Voilà, on s'immisce pas dans la gestion, mais évidemment, on a cette obligation de vigilance sans recherche systématique. On n'est pas non plus des enquêteurs. Voilà, on doit évidemment être vigilant, mais on ne va pas non plus se transformer en enquêteur. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Euh, alors, là, on a la mission donc, toujours permanente sans préjudice d'obligation d'information qui résulte du code de commerce. La mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion des personnes ou entités contrôlées. Évidemment, on ne s'immisce pas dans la gestion. Nous, on est là, évidemment, pour donner des avis techniques, pas pour s'immiscer dedans. Et évidemment, on ne peut pas être responsable, ouais, évidemment, des difficultés d'une entreprise. Mais voilà, on a toujours ce devoir de vigilance, comme on l'a déjà dit et d'information des dirigeants dans le cadre des procédures déjà vues, que ce soit la NEP 570 ou la procédure d'alerte. Je reviens pas dessus, là également, juste une mention, évidemment que au regard d'un juge aussi, enfin selon les dossiers, on n'est pas forcément aussi présent de manière aussi fréquente selon la taille des dossiers. Ça va de soi, il y a des sujets de budget, il y a des sujets de taille de dossier, etc. Donc c'est vrai que bon bah voilà, il faut rester en contact avec les clients pour lesquels on peut envisager des difficultés, d'où l'analyse en effet de son portefeuille. C'est bien, je pense, de l'avoir plusieurs fois dans l'année, peut-être 2 fois, et de se poser des questions, surtout si on ne voit pas tous ses clients ou s'il y a des clients qu'on ne voit qu'une ou 2 fois dans l'année. Des rappels sur la phase 0, on l'a déjà dit. Voilà, donc bon, juste dire que la H2A, qui s'appelait H3C à l'époque, dans un communiqué, avait reconnu justement cette phase 0, hein, qui est une partie de la NEP 570. Donc ça, c'était un petit peu un changement doctrinal, mais en tout cas, c'était important. Et puis, ça permet évidemment d'instaurer ce bon climat, ce climat de confiance avec le client. Donc, bon, ils avaient dit que ça ferait partie de leur programme, évidemment, de contrôle à l'époque. Donc, on le rappelle ici, évidemment, il faut documenter ces éléments-là. Ça, on en a parlé tout à l'heure, hein, Ouais, l'accompagnement du donc coach. on va pas s'attarder. Peut-être aller sur les autres missions du CAC. Je te laisse prendre Oui, la main.
Rapidement sur les autres missions du CAG, on va parler de la sauvegarde, qui est un petit peu plus quelque chose d'un petit peu plus complexe. On sait qu'on va avoir un mur à un moment, il va falloir trouver un accord. Alors je dirais, on a vu qu'on n'était pas en état de cessation de paiement dans la sauvegarde, néanmoins c'est quand même considéré par le tribunal comme une procédure collective. Donc on va avoir l'ouverture de la procédure de sauvegarde par le tribunal, qui va donc désigner un juge commis pour essayer de réunir tous les renseignements sur la situation financière. Donc, juste encore un aparté, il est important d'avoir préparé en amont ces éléments, sinon c'est déjà une audience de perdu et on perd déjà une semaine. Et puis, le juge, il va pouvoir obtenir du CAC toute information nécessaire sur la réalisation de sa mission. Donc là aussi, on est complètement dédié, et tu l'avais montré tout à l'heure, du secret professionnel, j'entends, mais tu l'avais montré tout à l'heure dans le tableau où on voyait que la sauvegarde, on était dédié vis-à-vis du juge, comme c'est le cas en règle générale. Un des jobs que l'on va avoir, qui va être fait, qui va être un job souvent en commun entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes, c'est la certification de l'inventaire. Il va y avoir un inventaire dès l'ouverture de la procédure. Donc on va faire un état des lieux, un inventaire du patrimoine du débiteur et des garanties. Parce que souvent, il y a le bilan et il y a le hors-bilan. Donc, on va faire voir les garanties qui restent. Et puis, sauf s'il y avait un jugement particulier, l'inventaire est établi par le débiteur, mais il est certifié par un commissaire en compte. Et lorsqu'il n'y a pas de commissaire en compte, il est attesté par un expert comptable. Donc, c'est important parce que là, c'est souvent une intervention obligatoire du commissaire au compte ou de l'expert comptable. Voilà, donc on nous explique que le jugement d'ouverture, c'était juste l'exemple qui était mis de la procédure, peut désigner un officier public ou un courtier de marchandises assermenté pour dresser l'inventaire lorsqu'il y a des choses particulières. Alors, quelque chose de nouveau sur lequel vous allez certainement peut-être avoir à travailler sur les années à venir, et c'est relativement récent. Tu te rappelles des textes oui, c'est 2021 en fait, hein, qui a introduit ça, mais on commence à les voir véritablement en 2023. Pour ceux qui étaient à Paris, le tribunal de commerce, Maître Hélène Bourboulou nous a fait quelque chose de très brillant cette année, une conférence sur le projet de plan de sauvegarde par les classes de parties affectées. Comme le nom l'indique, c'est qu'à partir de là, au lieu d'avoir un accord global de sauvegarde, on va négocier par nature de salarié. Alors, rapidement, les conditions, les seuils d'application sont les suivants. 250 salariés et 20 millions ou 40 millions en deçà, hein, à la demande du débiteur du juge commissaire, va avoir recours à des classes de parties affectées en deçà de ces seuils. C'est-à-dire ça vise quand même pas au-delà de 250 salariés et 20 millions d'euros de CA, mais enfin 20 millions d'euros de CA ou 40 millions d'euros de CA. Et puis en procédure de sauvegarde accélérée, elle s'applique sans condition de seuil, c'est-à-dire que vous regarderez la programme, mais on peut aussi le faire pour toutes les entreprises lorsqu'elles sont même importantes. Donc la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement. Rapidement, parce que je vais aller assez vite parce qu'on pourrait y passer une heure, il va falloir définir quelles sont les classes affectées. Alors il y en a qui sont obligatoires et puis il y en a d'autres qui coulent de source. Alors le texte dit à minima il y en a deux qui sont obligatoires, c'est celles qui ont des sûretés et celles qui n'ont pas de sûreté. Donc déjà, vous voyez, c'est ceux qui ont des garanties et ceux qui n'ont pas des garanties. Déjà, on va faire deux choses. Après, il y a les détenteurs de capital. Lorsque vous avez, bien évidemment, et c'est le cas dans les groupes, vous avez des gens qui détiennent aussi du capital, ça va être une classe particulière. Les banques, en tant que telles, vont être une classe obligatoirement affectée. Et puis après, on peut, à loisir, décomposer. Ça peut être certains types de fournisseurs ou certains types de partenaires sur lesquels on va être obligé d'amener les, Vincent, les différents éléments. Et puis Vincent, rapidement, on est, chacun se prononce avec une majorité des deux tiers. C'est ça qui est à retenir. Je vois le on est timing en retard, ouais, c'est ça. se serrer. Il va falloir repasser la parole à Camille. Je suis désolé, on a été un peu long, mais le support était très long. Et en fait, il est prévu pour 2 heures. On était en Alors, session.
en toute synthèse, juste avant que Camille, je sais qu'il n'y a plus que 4 minutes, je le vois Camille, vous aurez donc une partie sur la déclaration de créance et dans les autres missions qu'on avait présentées, il y a l'attestation des données prévisionnelles, mais vous avez un tableau synthétique et le diagnostic de solvabilité. Je suis désolé, on passe très très vite, mais on s'est un peu étendu, qui est aussi une mission intéressante et autorisée hein, par la doctrine. Vous avez justement l'analyse de la CEP et donc la présomption d'absence d'incompatibilité sur ces deux missions-là, avec un très bon replay dont vous avez l'adresse ici, d'une journée qui commence à dater maintenant, mais où les intervenants avaient fait un travail de qualité. Et donc, je vous encourage à suivre le lien et suivre ça. Voilà, et juste vous dire que à Paris, si vous avez des questions, vous avez dans le support un numéro de téléphone, un service juridique, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de nous avoir écoutés. Je laisse la parole à Camille.